If I win. Nous sommes en guerre. Beyrouth, blessé dans sa chair. C'est un rassemblement pour dénoncer la violence policière. Des Américains fuient leur maison sur une route dévorée par les flammes. Le citoyen, il a besoin de travailler, gagner de l'argent et de vivre, pas de survivre. Une attaque à l'arme blanche. Comment expliquer cette poussée des Verts en France? Je prends la décision de quitter le gouvernement. Aujourd'hui. On est pollué en permanence et pas que par le brisol. Jusqu'ici, tout va bien. Nous sommes le lundi 23 novembre 2020, le retour du général, chacun cherche son candidat et comment la lutte contre le Covid justifie le massacre de millions d'animaux. Bonjour. Il est des moments où la situation appelle un militaire. Ce sont les mots du souverainiste Philippe de Villiers au sujet de son frère. Si le patron du Puy du Fou a renoncé à ses ambitions politiques, force est de constater qu'il en prête à présent à son frère, et il n'est, semble-t-il, pas le seul. Une récente étude de l'IFOP estime en effet que 20% des Français seraient prêts à voter pour le général Pierre de Villiers s'il se présentait en 2022 à l'élection présidentielle. Si l'hypothèse est pour le moins assez incertaine pour le moment, cela montre néanmoins le flou et les interrogations qui traversent actuellement une partie de la droite à la recherche d'un leader. Après le retrait de François Baroin, les prises de position en faveur d'un soutien à Emmanuel Macron de Christian Estrosi et globalement du fait d'un insoluble casse-tête présidentiel pour le parti Les Républicains, qui sort pourtant plutôt renforcé des élections municipales, mais semble incapable de l'emporter en 2022. Avec une candidature du général, c'est surtout le vote conservateur qui pourrait se trouver un nouveau champion, endeuillé par le départ de François Fillon. De l'autre côté, la gauche, qui n'est pas en meilleure situation, à défaut de se trouver un candidat commun, se cherche des causes communes, et à défaut de trouver des causes communes, se trouvent des adversaires communs. Alors ces derniers jours, avec la loi sécurité globale d'une part, l'affaire avenir lycéen de l'autre, insoumis, communistes, socialistes, sont vent debout contre les ministres Blanquer et Darmanin, incarnation d'un pouvoir autoritaire et manipulateur. À un peu plus de 15 mois maintenant des élections présidentielles, un grand flou demeure sur les candidats, et bien malin l'Institut de sondage qui pourra réaliser de quelconques pronostics. Car si l'on évoque la possibilité d'un tiercé gagnant Macron-Le Pen-Mélenchon, identique à 2017, cela est pourtant loin d'être écrit d'avance. Une élection est toujours pleine d'incertitudes. Une élection ne ressemble jamais à la précédente. Nous ne connaissons actuellement que 3 candidats. Combien vont encore se déclarer? Combien seront finalement présents sur la ligne de départ? Beaucoup de noms sont évoqués. Xavier Bertrand, Nicolas Sarkozy chez les Républicains, Anne Hidalgo, Christiane Taubira, Jean-Christophe Cambadélis au PS, Éric Piolle, Yannick Jadot chez Europe Écologie Les Verts, Fabien Roussel pour le PC, Jean-Marie Bigard, le général de Villers, Arnaud Montebourg et combien d'autres encore. L'histoire prouve que les Français n'aiment pas que l'on leur dicte les résultats des élections d'avance et ils aiment faire mentir les sondages. Enfin, avant d'arriver à avril 2022, candidats et partis seront confrontés à des élections intermédiaires départementales et régionales qui devaient se dérouler initialement en mars prochain, mais seront vraisemblablement reportées à juin. Ces élections peuvent être un tremplin pour certains, un boulet pour d'autres. Par ailleurs, se chuchote actuellement que le vote par procuration par correspondance, pourrait être mis en place à cette occasion pour encourager les électeurs à s'exprimer après des élections législatives, puis européennes, puis municipales qui ont connu des pics d'abstention. Ces 2 scrutins pourraient donc accélérer certaines candidatures et en briser d'autres, condamner certains partis comme ils pourraient en renforcer d'autres. Ces derniers jours également, sur le front de la lutte contre le Covid, la presse a relayé le massacre préventif d'un millier de visons en Eure-et-Loire parce que suspectés d'être contaminés. Alors que la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a annoncé le mois dernier la fin des élevages d'animaux pour la fourrure d'ici 2025, la France compte encore à ce jour 4 élevages
soit près de 20 000 visons destinés au marché de la fourrure. Ce type d'élevage industriel concentre, dans des conditions honteuses, des milliers de cages où survivent des animaux en souffrance, issus d'insémination artificielle à partir de quelques mâles, sélectionnés pour leur fourrure et présentant donc une très faible diversité génétique. Ces visons sont gavés d'antimicrobiens ajoutés à leur alimentation. Des traitements qui révoltent associations et défenseurs des animaux. Ce massacre intervient quelques jours après que le gouvernement danois n'ait ordonné l'abattage de la totalité de son cheptel pour éviter, là encore, une possible mutation du virus, alors que de nombreuses incertitudes demeurent à ce sujet. Les images des 15 à 17 millions de bêtes étouffées ou brûlées vives ont été abondamment relayées sur les réseaux sociaux et ont suscité une vague d'indignation qui a amené les Pays-Bas à précipiter la fin de cette activité alors que son interdiction était prévue en 2024. Les voix des défenseurs des animaux se sont également fait entendre en France pour réclamer qu'il en soit de même et que le calendrier de cette interdiction soit accéléré et qu'enfin cesse cet anachronisme.